Oyez, oyez, humains du 21e siècle. Bienvenue sur les podcasts plus humains, les premiers podcasts qui vous parlent des relations conscientes et inconscientes entre l'humain et la machine. Je vous parle de créativité, d'intelligence artificielle, de productivité consciente et de désintoxication digitale. Est-ce que le transhumanisme, avec son tout technologique, est forcément le futur de l'humanité ? Ou bien pouvons-nous vivre mieux tout en préservant nos libertés et nos intégrités physiques et psychiques ? C'est tout l'objet de l'émission Plus humain, de la lumière et de l'humanisme, ou comment pourrions-nous devenir de meilleurs humains pour transformer demain ? Je suis Alma Khan et je vous embarque avec moi au cœur de la matrice. Salut les humains. Alors, si vous pensiez que jusqu'ici Voldemort 19, ce virus dont il ne faut pas prononcer le nom, est la seule pandémie sévissant sur la planète, eh bien, j'ai la certitude que vous allez changer d'avis d'ici la fin de ce podcast. Le fait d'être en quarantaine depuis plus d'1 an, en télétravail, d'enchaîner les confinements et les couvre-feux sans toutefois d'ailleurs de résultats probants ou même seulement transparents, eh bien, cela crée une réalité sur laquelle nous sommes tous d'accord. Celle que nous sommes tous de plus en plus connectés et en permanence. Cette hyperconnexion entraîne un changement dans notre façon de penser, de nous comporter, et d'ailleurs directement sur notre cerveau, et c'est le sujet que je vais explorer avec vous dans ce nouveau podcast. La pandémie Voldemort 19 a eu effectivement de multiples conséquences inattendues, en tout cas pour le commun des mortels. L'une d'entre elles est la numérisation de l'éducation et du travail. Nous sommes désormais à la merci des écrans, à la maison et au travail, et cela oblige notre cerveau à s'adapter, à changer ses circuits neuronaux, pour tenter de réaliser ce qu'il faisait avant physiquement, pour le faire maintenant avec des interfaces devant des écrans. Pour certains, une minorité sans doute, l'histoire dira, ça ne change pas grand-chose, voire c'est une opportunité d'exporter le travail chez soi et de surfer sur la vague de l'entrepreneuriat du web. Pour d'autres, ça chamboule tout. Nous devons réinventer notre propre métier sous la contrainte et sous des formes qui, bien souvent, sont humainement insatisfaisantes et psychologiquement douloureuses. Nous devons aussi réinventer notre système de relation avec l'autre, qu'il soit de notre famille, sous le même toit ou éloigné, que ce soit un ami, un client, un fournisseur ou un organisme public, etc. C'est la raison pour laquelle il semblerait que nous vivions confinés dans un autre type de maladie, une maladie invisible et qui programme de manière unilatérale et obligatoire, et reprogramme même, notre façon d'apprendre, de travailler, de penser, de parler également, puisque même nos mots changent, modifiant ainsi le câblage à l'intérieur de notre cerveau pour nous rendre plus dépendants de la technologie et des ordinateurs. Autrement dit, alors que la pandémie initiale semble arriver à sa fin, une autre arrive, ou plus exactement s'imbrique, et nous fait passer à une nouvelle étape de notre vie d'être humain. Ce qu'il y a de particulier dans cette étape, c'est qu'il est impossible de revenir en arrière. Elle est irréversible. C'est même une sorte d'incrémentation par paliers successifs qui s'opère dans notre cerveau, plutôt qu'un passage d'une étape à l'autre. Une fois que des routes sont créées, on ne les détruit jamais pour remettre le terrain en friche. Eh bien, dans nos cerveaux, c'est la même chose. La question n'est donc pas de savoir si nous devrions choisir entre utiliser les technologies, notamment numériques, à vie, ou bien fabriquer des outils et biens de consommation avec nos mains, comme nous l'avons fait auparavant. Il est impossible de fragmenter, de dissocier ces options, car notre mental est façonné de manière incrémentale et non dissociative. Il s'adapte en créant de nouveaux circuits qui conditionnent nos comportements. Je vous invite à faire une vérification pour mieux comprendre cette idée et le fait que certaines choses font déjà partie de vous sans que vous ayez consciemment décidé de les faire. Voici une série de questions toutes simples auxquelles vous pourriez répondre. Par exemple,
Se demander à quand remonte la dernière fois que vous avez appelé ou même rencontré un ami pour avoir une conversation de plus de 10 minutes. Et même une conversation qui ne parle ni de Covid-19, ni de travail ou télétravail. À quand remonte la dernière fois que vous avez écrit une lettre à la main dans son intégralité? Combien de fois êtes-vous allé à la banque pour effectuer une transaction de quelque nature que ce soit cette dernière année? À combien de vos collègues avez-vous parlé ces derniers mois au travail? Physiquement, j'entends, en direct, hors télétravail. Combien de temps passez-vous à regarder des films ou des séries à la télé ou sur Internet par rapport à ce que vous faisiez avant? Est-ce plus de temps? Moins de temps? À quand remonte la dernière fois où vous avez lu un livre imprimé en quelques jours, comme ces livres qui nous surprennent et qu'on a décidé de lire d'une seule traite sans interruption visuelle ou sonore de type À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti calme, reposé, sans le chaos ou le flux des informations et les soucis dans votre tête? Combien de fois dans une journée avez-vous cessé de vous sentir sous tension, de ressentir la peur, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'incertitude? Qu'en est-il sur ces derniers jours, ou même cette dernière année? Ces questions nous montrent à quel point notre cerveau et notre façon de traiter les choses s'est transformée. Ceci est le produit de notre rapport et de notre usage intensif de la technologie et aussi du manque d'interaction réelle, physique, profonde avec d'autres êtres humains. Si j'ose l'expression, c'est une sorte de cheval de Troie ou une forme de formatage dont la majorité d'entre nous n'en ont même pas conscience. Le tout avec candeur, mais aussi avec des conséquences quasi irréversibles sur le cerveau. Nous créons de nouveaux circuits intérieurs dans notre cerveau qui dépassent de loin notre seule addiction à la technologie et touchent notre humanité profonde, notre sens humain. Alors, comment s'effectue le changement dans notre cerveau et à partir de combien de temps passé devant les écrans? Comment faire pour que ça n'arrive pas et pour reprendre la maîtrise de nos choix de vie avant que nous ne soyons plus non seulement dépendants de la technologie, mais aussi programmés par elle d'une certaine manière au vu des nouvelles habitudes et circuits neuronaux qu'elle crée en nous à notre insu. Autrement dit, pouvons-nous redevenir des humains conscients avec des relations saines et équilibrées après la pandémie ou serons-nous irréversiblement plus accros que jamais aux technologies ? Lesquels régiront de plus en plus notre éducation, nos métiers, nos relations humaines. Demain, même si le virus n'existait plus, comment pourrions-nous réussir à réduire notre utilisation des technologies sans pour autant arrêter d'apprendre, d'aller à l'école, de réaliser nos activités quotidiennes, notre travail? Comment faire pour retrouver un équilibre et une santé mentale alors que nous sommes toute la journée devant un écran? Comment reposer notre vue, notre cerveau, ne serait-ce que pour le rendre créatif? Je parle bien de créativité, ce pouvoir créateur généré par notre imagination et non de récréation, dans un monde où même les choses les plus sérieuses doivent avoir l'air d'un divertissement pour faire passer la pilule. Du pain et des jeux, comme je disais dans mon dernier podcast. Sinon, il y a la peur aussi, ça paralyse l'imagination et donc toute forme de création dans la vie réelle, dans la matière, et en même temps de création d'autres circuits neuronaux. Bref, comment libérer notre cerveau de l'emprise technologique et de l'omniprésence des écrans? Alors pour les enfants, c'est facile. On peut fixer des limites journalières de temps d'utilisation des écrans et objets connectés afin qu'ils imaginent et pratiquent d'autres activités. Mais que faire quand on est adulte? On peut imaginer des tas de choses, mais ce qui est probablement le plus important, c'est de comprendre en conscience ce qui change en nous, profondément, dans notre cerveau, dans notre langage, dans nos relations. Depuis cette pandémie à rebond qui nous sert comme un deuxième effet qui se coule ou comme une cerise sur le gâteau,
Une seconde pandémie de type technologique. Être conscient du changement extérieur et surtout intérieur que nous sommes en train de vivre en ce moment. J'avais envie de partager quelques idées avec vous et je vous invite à partager les vôtres si vous le souhaitez dans les commentaires sous ma chaîne YouTube ou dans les applications de podcast qui le permettent pour éclairer d'autres auditeurs. Vous le savez, ces idées ne sont pas abstraites ou conceptuelles, car elles sont issues de ce que j'ai moi-même expérimenté et que je pratique toujours d'ailleurs. Et je me dis que si vous êtes en panne d'inspiration, ça peut peut-être vous aider. On ne peut déprogrammer et reprogrammer que ce dont on est d'abord conscient. La vue, par l'intermédiaire des écrans, devient notre plus grand et aussi le plus direct, le plus court canal d'apprentissage et donc de profilage de notre cerveau au détriment de nos autres sens. Reposer nos yeux, les libérer autant que possible du prisme des écrans qui transforment notre réalité, c'est donner à notre cerveau l'opportunité d'évoluer autrement et de l'enrichir. Il s'agit en fait de diversifier nos canaux d'approvisionnement de connaissances, de varier en fait les nourritures qu'ingère notre cerveau pour être plus libre et sans nul doute plus résilient. La première des choses que j'ai faites et qui me semble un préalable essentiel pour prendre conscience de notre programmation à notre insu ou inconsciente si vous préférez, c'est de compter le temps que nous passons devant un ou plusieurs écrans par jour. C'est un préalable essentiel parce que les écrans, et Internet en général, nous absorbent de telle manière que nous perdons la notion du temps, et ce même si nous pensons y avoir passé que quelques minutes ou secondes. Le plus souvent, ce sont plutôt des heures, et sur ce temps-là, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Je vous invite à inscrire quelque part sur un cahier ou sur une feuille blanche, et surtout pas sur une tablette ou un téléphone, à un moment donné, à quelle heure vos écrans se mettent en marche et à quelle heure vous les éteignez. Un écran, ce peut être un ordinateur portable ou fixe, que vous soyez en télétravail ou même un gamer professionnel. Ça peut être la télévision de votre salon ou de votre salle de sport, la tablette ou la liseuse, que vous lisiez dessus, regardiez des vidéos ou dessiniez même. C'est bien sûr le téléphone. Dans ce cas, c'est facile. Si vous avez un iPhone, vous avez juste à ouvrir l'application temps d'écran pour connaître votre temps sur votre téléphone. Et si vous avez un Android, je crois qu'il faut aller dans les paramètres bien-être numérique ou même vous pouvez aussi télécharger l'appli gratuite Stay Free qui le fera pour vous. Notez-le sur un carnet à la main pendant au moins une semaine. Ainsi, vous saurez combien de temps vous passez devant les écrans et vous pourrez agir en conscience. Et encore une fois, je vous invite, comme je l'ai fait dans mon dernier podcast, à vous demander combien de temps de vie réelle passez-vous à pratiquer ou subir du virtuel. Dans tous les cas, dites-vous que devant un écran, votre corps est absolument et résolument passif, vous êtes seul, et votre cerveau en prend plein la gueule. Et j'en viens à vous exposer un paramètre absolument important de l'équation. Connaissez-vous l'effet nocebo ? C'est ni plus ni moins que la face obscure du placebo. L'effet placebo, vous connaissez, j'imagine, c'est l'effet positif produit par un médicament, un geste ou même une parole thérapeutique n'ayant en fait pas d'efficacité démontrée. Les scientifiques ont constaté depuis longtemps qu'une substance totalement dépourvue de principe actif peut avoir un effet bien réel sur certaines affections. Cet effet, en fait, s'explique par un mécanisme d'autosuggestion capable de soulager les symptômes ressentis par un individu suite, en fait, à la réaction de son cerveau et de la production d'hormones spécifiques par celui-ci. Eh bien, l'effet nocebo, c'est exactement la même chose, sauf que c'est l'effet négatif. Je vous donne une image pour mieux comprendre, mais en tapant sur votre moteur de recherche, vous allez trouver tout un tas de littérature très intéressante sur le sujet. Quand par exemple, vous dites aux gens qu'ils vont être malades ou qu'ils vont mourir, on peut observer les zones de leur cerveau qui réagissent. C'est visible de manière radiologique. Quand on dit ça tous les soirs, toute la journée dans tous les médias, on crée un effet nocebo
dont les mots deviennent physiquement réels. Ce ne sont pas des troubles imaginaires, et c'est justement l'erreur à ne pas commettre. L'effet nocebo modifie notre fonctionnement cérébral, notre seuil douloureux, notre métabolisme ou encore nos équilibres hormonaux. Ce n'est pas une invention, ou encore moins la manifestation hystérique de personnalités qui sont exclusivement fragiles ou hypersensibles. Parce que tout le monde peut être concerné. Ce qui est pervers, c'est que l'effet nocebo est difficile à admettre, surtout quand on en est victime. Quand les gens ont vécu un effet nocebo, ils n'y croient pas, même avec la preuve scientifique ou la radio sous les yeux. Les effets placebo et nocebo peuvent également être imbriqués, et ceux-ci sont d'autant plus puissants dès lors qu'ils sont véhiculés par un tiers, particulièrement si ce sont des blouses blanches ou des hommes cravatés. On peut par exemple vous donner un médicament placebo pour soulager votre douleur, et ça va marcher dans la grande majorité des cas. On peut aussi vous donner un médicament placebo-nocebo pour soulager votre douleur, en vous disant qu'il y a de grands risques que ce même médicament qui va soulager votre douleur vous déclenche aussi d'atroces migraines. Et vous aurez ces atroces migraines, parce que votre cerveau en sera persuadé et qu'il aura sécrété des hormones pour ça, et surtout adapté ou créé un nouveau circuit neuronal qui dit que pour vous soulager une douleur lambda, vous aurez nécessairement la migraine. Alors, pour ce qui est de leur existence, ces effets placebo et nocebo font absolument consensus dans l'affaire scientifique. C'est bien, il y a au moins quelque chose pour lequel ils sont tous d'accord. En ce qui concerne cet effet placebo, dans son dernier article d'ailleurs qui est assez intéressant d'avril, le magazine Science et Avenir révèle qu'en moyenne, selon les études, un tiers des sujets ressentent l'effet bénéfique d'un traitement, indépendamment de son efficacité réelle. Et écoutez bien, l'effet placebo peut même atteindre 70% sur la dépression, se révélant ainsi aussi efficace que certains médicaments prescrits contre cette maladie. Et vous savez quoi ? Eh bien l'inverse est aussi possible. Et les informations et images véhiculées par nos écrans contribuent à la dégradation psychologique du monde entier. C'est visible dans le cerveau. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité sordide. Dernièrement, et j'espère que cette information n'aura pas échappé à votre œil avant qu'elle soit balayée en 12e page de votre moteur de recherche, l'OMS a rendu un rapport chiffré. En 2020, le nombre de morts par suicide n'a jamais été aussi important. La France fait partie des pays d'Europe au plus fort taux de suicide et constitue même pour les jeunes de 15 à 30 ans la première cause de mortalité. Alors certes, vous me direz, le suicide n'est pas aussi contagieux qu'une maladie virale. Peut-être. Mais la dépression l'est certainement à d'autres niveaux. Elle est même communicative. Face à cela, notre système de développement et de progrès technologique à tout prix est clairement remis en question. Pas seulement au niveau écologique, ça c'est un autre sujet. Quoique les technologies, nos ordinateurs, nos téléphones, leur fabrication et les centres de stockage de données contribuent largement à aggraver notre dette écologique. Mais il est remis en question aussi au niveau sociologique. Notre système est surtout remis en question par rapport à l'emprise négative qu'il peut avoir sur le cerveau des personnes, sur leur bien-être et désormais sur leur vie, pour ne pas dire leur mort anticipée. Une société dite moderne et développée ne peut pas continuer à produire des dépressifs par millions et des suicides sous prétexte du progrès technologique et d'une consommation effrénée. Car le pire de l'histoire, c'est que plus une société est technologiquement développée, et plus elle crée du mal-être. Alors, reprenez le pouvoir de votre cerveau, au regard des pandémies imbriquées que nous vivons, celle de la maladie, celle des technologies et celle des médias aux effets nocebo. Et ça commence sans nul doute par le temps que nous passons devant un écran. Alors notez ce temps, fragmentez-le et réduisez-le. Écrivez à la main sur du papier et pas à l'ordinateur. Des expériences faites avec des enfants sur des écrits libres démontrent que ceux qui écrivent à la main mettent certes plus de temps que ceux qui écrivent à l'ordinateur, mais confirment que leurs textes sont généralement plus longs, plus riches, plus subtils, l'imagination plus fertile et surtout la mémorisation supérieure.
En fait, j'ai envie de dire que la différence la plus marquante entre le fait d'écrire à la main ou sur un clavier d'ordinateur, c'est juste, à mon sens, le temps qu'on accorde au déploiement de sa propre pensée. Et c'est loin d'être anecdotique comme réalité. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la qualité d'écriture qui est impactée, c'est aussi la nature même des idées que l'on jette sur ce papier. Ce ne sont pas forcément les mêmes idées dans les deux cas, mais il faut l'expérimenter pour le constater. Il y a aussi le rapport avec le papier, quelque chose de concret, de matériel, voire parfois de sacré, de précieux. Comme je suis aussi auteur, pour moi, la main libère la pensée, tandis que les écrans les figent. Combien de fois les fixons-nous sans pouvoir réfléchir ? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Sans compter les fois où on est bloqué parce qu'il y a un bug technique, une mise à jour automatique ou pire qu'on efface tout d'un trait sur une fausse manip. Alors, moi j'écris d'abord à la main avant d'écrire à l'ordinateur. Écrire à l'ordinateur, c'est être dans l'obligation de perfection, rentrer dans le cadre, accepter les autocorrections intempestives. Écrire à la main, c'est faire de ces imperfections une force et chercher à être complet plutôt que parfait. D'ailleurs, ce podcast n'est pas parfait aujourd'hui parce que mon perroquet, Gandalf le gris, s'égosille aujourd'hui et il est difficile d'enregistrer. Mais bon, revenons à notre déprogrammation en conscience pour mieux apprendre, mieux travailler, mieux vivre. Et ma deuxième idée est de s'auto-imposer des horaires avec des jours sans écran. C'est ce que je pratique déjà depuis plus de 5 ans. Et plus encore depuis que la pensée unique nous oblige à tout virtualiser pour ne pas crever. Drôle de pensée nocebo d'ailleurs. Le physique contamine, les virtuels sauvent. Non, sérieux ? Alors, en ce qui me concerne, c'est un dimanche sur 2, sans écran. Et puis également, dans la mesure du possible, je me réserve aussi 2 à 3 demi-journées par semaine sans écran. Je coupe mon téléphone et me dédie à d'autres types de tâches qui, je vous le dis tout de suite, ne sont pas des loisirs, car je suis plutôt loin de l'âge de la retraite, si tant est que cela existe encore dans quelques décennies. Alors j'organise mon espace de temps, mon espace-temps, sans dépendre des technologies ni des écrans. Ça peut être du tri de papier, de la gestion administrative, de l'écriture ou de la lecture professionnelle, des rencontres professionnelles, réorganiser mon planning et l'arborescence surtout de mes idées, de mes priorités, etc., etc. Je réduis aussi les écrans le soir. Alors, plein d'études démontrent combien le fait de supprimer tout écran au moins 1 heure avant le coucher est bénéfique à la fois pour le cerveau et le sommeil. Ça fait des décennies qu'on les voit. Et au vu de la surexposition que nous subissons au quotidien, et depuis plus d'1 an maintenant, c'est pas à prendre à la légère. J'habite aussi en centre-ville et je n'ai pas de coin, on va dire, de nature immédiat et reposant à proximité, sauf à prendre la voiture. Alors, quand je n'ai pas envie de conduire, j'ai plein d'autres activités sans écran. Peindre un nouveau tableau, écouter de la musique, lire un livre imprimé, écrire à la main, dédicacer mes livres, préparer les colis, apprendre un nouveau mot ou une nouvelle danse à mon perroquet, faire du cardio-training à la maison, danser, écouter un podcast bien sûr, rencontrer une amie, me lancer dans une recette inédite, prendre un bain, prendre soin de ma peau, jouer avec mon chat au soleil, bref... je suis intarissable sur les activités productives, qu'elles soient de loisirs ou qu'elles soient rémunératrices et professionnelles. Sans écran, oui, ça existe encore. Et lorsque je travaille sur un écran, parce que forcément je travaille aussi beaucoup dessus, je m'impose une discipline super stricte. Et j'utilise la version gratuite depuis quelques années déjà d'une appli qui m'aide beaucoup. Alors j'imagine que depuis le temps, il doit en exister plein d'autres, beaucoup mieux que celles que j'utilise. Moi j'utilise Interval Timer, mais il doit y en avoir plein d'autres. Alors cette appli me permet de séquencer mes temps de travail et de repos, et suivant mes objectifs de travail, j'ai établi des routines différentes. Par exemple, je vais faire 3 intervalles d'1 heure intensive de travail sur un seul écran et 10 minutes de pause entre chaque heure de travail. Et l'appli, en fait, coupe toute distraction et me prévient en douceur, avec un gentil gong, quand c'est l'heure de prendre une pause. Et si je travaille sur mon ordi, je coupe mon téléphone pendant ces périodes de très haut rendement. C'est là où je suis le plus productif d'ailleurs.
Et pendant les pauses, eh bien, je bouge, je respire, je prends l'air, je n'ouvre surtout pas mon téléphone. Bon, voilà pour ces petites idées qui, j'espère, vous inspireront. Pour terminer, je vous dirai une chose. Ne sous-estimez surtout pas la puissance de votre cerveau. Parce que si vous le faites, d'autres utiliseront votre propre puissance cérébrale à vos dépens. Soyons à la fois vigilants et conscients des effets nocebo véhiculés par écran interposé pour préserver notre équilibre mental, améliorer notre vie au lieu de nous aliéner davantage et faire en sorte que cette pandémie technologique invisible ne nous dépasse pas et n'emporte pas au passage notre humanité qui fut si difficile à maintenir et à développer ces dernières années. En 2 mots, restons humains. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien partagez-le pour me rendre visible dans la matrice et créer comme une sorte de brèche dans le bruit technologique du monde. Partagez pour contribuer. Partagez de la connaissance et du sens plutôt que de l'information brute. Partager au sens social comme virtuel du terme, c'est probablement le mot qui nous rend le plus humain. Ici, avec moi, vous êtes un ou une futuronaute, cette personne curieuse et ouverte d'esprit qui scrute le futur pour diriger et améliorer son présent. Une personne qui exerce son libre arbitre avec âme et conscience. Vous êtes un être humain. Plus humain, meilleur sera demain.